Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economic Expo, en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site internet silver-economie avec un y-expo.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux, vous le savez. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en visioconférence évidemment Benoît Calmel qui est directeur général de l'UNCAS. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, fédérer les CCAS, c'est ça la mission de l'UNCAS? C'est le principal de la mission. Alors, d'autant Entre plus de autres. les fédérer, c'est qu'on est la seule association qui regroupe les CCAS. Deuxième plus ancienne association d'élus, puisqu'on a été créé en 1926. On parlera, je pense, dans le cours de l'interview du grand âge. Ben, on fait partie aussi du grand âge, mais on se sent quand même jeune pour autant. On regroupe donc les CCAS, c'est 8000 communes en France. Si je devais parler de surface, en gros, je ne vais pas dire clients, ça va faire trivial, mais enfin, les bénéficiaires, les gens suivis par les CCAS, en gros, c'est 46 millions de personnes. Donc, C'est pas neutre. c'est une belle base client, hein, s'il y a des entreprises qui écoutent, une belle base client. Ah oui. Et puis, c'est 120 000 fonctionnaires, et puisque je vais y revenir un petit peu, les CCAS, il y a des fonctionnaires, il y a des élus, il y a des fonctionnaires. Et c'est 7 milliards d'euros de budget par an. Donc, ce n'est pas neutre. Les CCAS, c'est un établissement public autonome qui est rattaché soit à une commune, soit à une intercommunalité. Le maire est forcément le président ou le président de l'intercommunalité est forcément président. La moitié, alors c'est quelque chose de très spécifique en France au niveau du conseil d'administration. On parle tout le temps de démocratie participative. Le conseil d'administration, c'est pour moitié des membres élus du conseil municipal à la proportionnelle, donc l'opposition est représentée, et pour l'autre moitié, c'est des personnes de la société civile, le plus souvent des associations qui agissent dans le domaine du grand âge, de l'exclusion, de la petite enfance, et qui ont le même poids en termes de décision. Donc c'est la seule autorité publique en France où il y a un partage des compétences et des droits de vote entre la société civile et des élus. Ça méritait d'être souligné. Après, Exact. sur les missions des CCAS, eh bien, clairement, on travaille sur les questions de la lutte contre les exclusions, de la petite enfance, mais surtout, je dirais pour 80% de nos adhérents, c'est la question du grand âge avec des services à domicile, des services de portage de repas, des résidences autonomie. Genre à peu près, on est 60% du parc résidence autonomie, Oui, c'est c'est les ça. Ouais. CTS qui le gèrent. Et on a 700 EHPAD, ce qui est quand même pas neutre, je Oui. pense. Et puis derrière, dans toute la question qu'il va y avoir liée au grand âge, mais je pense qu'on va en parler plus avant, la question du maire est très importante parce que c'est un relais important sur les politiques qui peuvent être développées sur les territoires. Et oui, nous les fédérons et nous les représentons. Je ne vais pas dire un syndicat, mais presque quelque part. Nous sommes le syndicat des CCAS auprès de nos interlocuteurs, dont tout à l'heure vous citaez la CNAV, par exemple, qui est le partenaire du salon. Eh bien, clairement, c'est nous qui représentons les CCAS et les CIAS auprès d'institutions comme la CNAV. C'est très clair, il fallait le dire. Donc, on a bien compris votre rôle. Vous n'êtes pas grand public, dans le sens où vous n'êtes pas en direct avec le public, c'est les mairies, bien évidemment, hein. Alors, c'est les mairies qui sont Et en direct. intercommunalité. Ou les intercommunalités, Ouais. je vais dire globalement les Hmm. CCS ou les communes, comme ça va être, C'est mais ça, à chaque ouais, fois, on y inclut les intercommunalités. exact. On s'aperçoit, il y avait eu un sondage qui avait été fait il n'y a pas très longtemps, où on interrogeait les gens quand vous avez un problème, et entre autres sur la question du grand âge. Ça avait été fait également au moment de la loi Borloo sur les services à la personne. Oui. Et on disait, bah, si vous avez un problème avec une personne âgée, par exemple, de garde, d'hébergement, d'intervention, vers qui vous tournez-vous en premier? Et à plus de 74%, les gens disaient, je me tourne vers le maire. Le président du Sénat, Gérard Larcher, avait traduit ça dans une phrase qui est restée célèbre après, c'est le maire, c'est celui qui est à portée d'engueulade. Bah C'est pas voilà, ça faux. fait aussi le premier interlocuteur. Et Ouais. puis on le voit, même si je dirais, vu les effets de la pandémie, il y a eu une forte abstention sur les dernières élections, mais globalement, Mhm. c'est les élections politiques en France où il y a encore le meilleur taux de vote, et donc ce qui signifie que les Français sont très attachés à la relation au maire ou au président de l'intercommunalité. Bref, la proximité. La proximité, on est l'intervenant public du dernier kilomètre. Il y en a qui disent on est la logistique du dernier kilomètre. Bah, Ouais. le maire est l'intervenant du dernier kilomètre, celui qui est le plus proche. Donc, vous avez un rôle majeur vraiment dans le ciment de cette tranche d'âge, j'allais dire. Bah, on a ce rôle majeur. Alors, bon, tout le monde a un rôle majeur. Après, on a un rôle peut-être un petit peu plus majeur dans le sens qu'on est celui qui est capable de coordonner la réponse. On l'a vu, par exemple, pendant le Justement, ouais. premier confinement. Mhm. On voit également pendant le deuxième confinement.
Mais on le voit aussi lorsqu'il y a des éléments catastrophiques, on va dire, comme des inondations ou autres, les premières personnes en première ligne, les personnes en première ligne pour aller intervenir et aller s'occuper de ces personnes qui sont fragilisées, liées au grand âge. On y inclut également, nous, on y inclut toujours les personnes en perte d'autonomie, donc y compris les personnes en situation de handicap. Bien sûr. Et nous sommes les premiers généralement à intervenir et à coordonner un peu l'action. Parce que les institutions, associations, l'État, le préfet considèrent aussi que le nœud, alors pas le nœud du problème, là pour le coup c'est un nœud plutôt de résolution, souvent c'est le maire, c'est celui qui va être en contact avec le public et qui va être capable de dire finement comment on va pouvoir intervenir et répondre à la personne âgée, parce qu'on ne va pas intervenir de la même manière auprès d'une personne âgée qui est à Mamoudzou à Mayotte, ou qui va être au fin fond de l'Ardèche ou en plein Paris. C'est logique, effectivement. Alors, vous le citiez tout à l'heure, les chiffres, 60% de résidences pour personnes âgées, 30 000 aides à domicile, avec ce qu'on vient de vivre, donc la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on gère ça de votre côté? À la fois en interne, mais également en externe. Dans l'urgence, mais ça, c'est tout le monde l'a fait. Oui, totalement. On a eu deux difficultés en fait dans les CCAS. La première difficulté était celle qu'a rencontré tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé avec une situation qui nous est tombée dessus, qu'on ne maîtrisait pas vraiment. On n'était pas capable de dire ce qui allait advenir. Bon, en plus, les éléments qui nous arrivaient de l'extérieur n'étaient pas forcément toujours clairs et n'aidaient pas forcément à la prise de décision. On ne tire pas sur l'État, hein, c'est pas ça Oui, qu'on bien veut. sûr. Ah, ouais. Mais il y a eu des flottements qui ont été des fois difficiles à gérer. Deuxième problématique, c'est que les CCAS, ils ne gèrent pas que la réponse aux personnes âgées, c'est-à-dire qu'on a dû gérer la fermeture des écoles, Oh les là là. commerces qui fermaient, surveiller que les gens portaient bien des masques ou autres, approvisionner en masques par moment. Et puis le deuxième gros problème qu'on a eu à vivre et qui alors là est spécifique au CCAS, c'est qu'il y a eu un premier tour des élections municipales au début du confinement, Mm. et puis pas de deuxième tour. Et Exact. donc, on s'est retrouvé en fait à gérer. Vous savez, nous, on est très, très rigoureux, très, très, très juridique. Et le problème, c'est qu'on s'est retrouvé en fait avec des maires qui géraient la crise, qui prenaient les Mm. décisions, et pour autant, peut-être qu'ils avaient été éliminés au premier tour. Exact. Donc, c'est eux qui prenaient les décisions alors qu'ils n'avaient plus la légitimité démocratique de le gérer. Et là, c'était des fois un peu difficile parce que les maires disaient, mais quelle est ma légitimité? Bon, on a vu des fois des adaptations où on a des mairies qui ont créé des conseils municipaux bis, c'est-à-dire qu'en gros, ils se Ah réunissaient ouais. avec la nouvelle équipe municipale pour les informer des décisions qui étaient prises, ce qui semblait logique. Mais voilà, pour nos adhérents, ça a été extrêmement complexe de gérer une situation où ils étaient dans un entre-deux, qui est une situation juridique, constitutionnelle, qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas à ce volet-là, mais vous faites bien de le souligner. On attend tous, ça fait un moment qu'on l'attend, la loi grande autonomie. Alors on l'attend et Anne Masseran, on ne voit toujours rien venir. Est-ce que ce n'était pas le meilleur moment de la lancer, justement? Alors, en préparant cet entretien, je vous disais qu'il y avait un mot pour définir crise, qui est un mot chinois, et où dans le mot chinois, c'est deux mots. Il y en a un, c'est danger, et le deuxième, c'est opportunité. C'était peut-être une opportunité, justement, une opportunité qui, en plus, était pas délirante, hein, parce qu'elle était annoncée. On Oui. a sorti un magazine le mois dernier, le magazine de l'UNCAS, qui portait justement sur la loi grand âge et les questions de l'autonomie. Et la couverture était un peu ironique, à juste titre, où en fait, c'était tout le long de la couverture, c'était marqué blablabla, bla, 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 D'accord. et avec un petit astérisque 25 ans qu'on est prêt. Donc voilà, l'idée c'était de dire on a beaucoup parlé, il y a eu une annonce par le président de la République qui était forte quand même. C'était la première fois qu'on avait un président de la République qui disait clairement, vous vous rappelez de cette interview avec Édile Plenel et Jean-Jacques Bourdin, où il annonçait que voilà, ça allait être un des grands projets du quinquennat. Oui, je me souviens. On a eu des conférences, des concertations, des auditions, des rapports. Il y a eu celui de Dominique Libaud, il y a eu celui de Myriam El Khomri, de Jérôme Guedj, de Laurent Vachet. Des tas de rapports où c'est la première fois, moi ça fait 25 ans que je suis dans le milieu, c'était la première fois qu'on avait l'ensemble des interlocuteurs qui étaient d'accord, on va dire, sur allez, une loi de Pareto, 80% de ce qui était produit. C'est la première fois. Incroyable. Donc, il n'y avait plus qu'à enclencher. Et on était très contents parce que lorsqu'il y a eu le changement de gouvernement en Mm. juillet, on nomme une ministre qui était en charge de ce sujet. Donc, on s'est dit, alors là, ça va rouler tout seul. Je rappelle que le Parlement n'était pas confiné, hein, il continue à Oui. travailler. Ouais.
Donc, on pouvait enclencher très vite. Et puis là, le soufflet. Mais le soufflet dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, on l'avait gardé un peu trop dans la cuisine et quand on l'a amené sur la table, il était retombé. Une forte déception. Je pense que d'autres collègues qui ont été interrogés dans le cadre de cette série d'interviews pour le salon l'évoquent aussi. On ne comprend pas bien pourquoi cet atermoiement et le fait en plus qu'on nous annonce, on va refaire une concertation. Oui, ça. Alors, je sais que c'est une grande spécialité française de faire des concertations après des concertations pour faire des comités, pour refaire une concertation, et des fois, il en sort ou une charte ou une plateforme téléphonique. Mais est-ce qu'on peut réellement se passer en France, est-ce qu'on peut se payer le luxe d'attendre encore sur la question du grand âge, mais encore plus sur la question de l'autonomie? Nous, à l'UNCAS, en tout cas, on est persuadés du contraire. Alors bon, c'est censé avancer, on espère. Normalement, début 2021, nous attendrons et nous verrons, mais nous ne comprenons pas bien pourquoi cette attente, alors qu'il y a une ministre en charge, que tout est quasiment sur la table. Et il me semble bien d'ailleurs que, enfin, c'est pas ce qui me semble bien, j'en suis sûr, il y a bon nombre de députés, de la majorité y compris, qui ont écrit une lettre au Premier ministre pour lui dire que eux, ils étaient prêts et qu'il était urgent de s'y mettre. C'est terrible. Alors, comment, du coup, on appréhende 2021 avec ça? Est-ce que vous attendez? Est-ce que malgré tout, on essaie d'avancer avec Covid Si, 3? si personne ne mange de pangolin ou d'autres choses Voilà, dans c'est ce ça. genre-là, ça devrait fonctionner. Nous, ce qu'on disait, je me rappelle lors d'un colloque il y a un an et demi, où j'avais dit, voilà, maintenant on est dans le temps parlementaire, et justement c'est bien, c'est les 20% où on n'était pas tous d'accord, c'est peut-être le rôle du Parlement de trouver les arbitrages qui vont permettre qu'on atteigne, alors, on n'atteindra jamais 100% de contentement, mais d'approcher. Nous, le seul souhait qu'on a, c'est que ça puisse avancer assez rapidement. Plutôt qu'une concertation, on aurait pu très bien lancer le travail parlementaire et puis que les parlementaires à ce moment-là rentrent en concertation avec les fédérations, avec les acteurs, les usagers, les spécialistes, pour faire de la loi que ce soit la mieux possible. Donc, on croise les doigts et on se dit, oui, allez, 2021, on va avoir enfin une loi sur l'autonomie. Vous êtes jeune, mais on a trop vécu de lois de ce type. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai participé à des rendez-vous ministériels sur une loi de ce type, c'était avec Roselyne Bachelot, qui n'était pas ministre de la Culture à l'époque, qui était ministre des Affaires sociales, et où déjà on allait faire une grande loi, et puis au final on a eu des décrets techniques, et puis après ça a été Michel Delaunay, et puis après ça a été Pascal Boitard. Enfin, on a eu des tas de lois. Vous vous rappelez, c'était la loi autonomie à l'époque Bien, ouais. sous le quinquennat Hollande, et puis qui, au final, à force de différentes remarques sémantiques, avait fini en loi d'adaptation de la société au vieillissement. Bon, on s'aperçoit d'ailleurs que dans la plupart des textes qui ont été sortis, c'était plutôt une loi d'adaptation du vieillissement à la société. Mais donc voilà, on va voir, on est plein d'espoir. On se dit, après tout, il y a quand même une volonté présidentielle, et ça, on ne le nie pas, hein, elle est réelle. Wait and see, comme on dit. Exact, effectivement. Numérique et silver economy, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est conciliable? On le voit là, on est ensemble en numérique. Le Covid a beaucoup accéléré les choses. Est-ce qu'à votre avis, on peut concilier? Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais peut-être de pallier des Alors, absences? je réponds déjà à la deuxième partie. Compatible, oui. J'ajouterais même nécessaire. Mhm. On ne peut pas se passer du numérique, et même on va même plus loin. Tout ce qui est question d'intelligence artificielle ou autre, il va falloir s'y mettre. Ça va avoir un avantage. On s'aperçoit que tout ce qui a trait au grand âge ou aux situations de handicap, mais même globalement au domaine du social, ne fonctionne que par un seul biais, c'est-à-dire l'humain, la relation à l'humain. Pour autant, beaucoup d'humains est obéré par des tas de paperasse, de problématiques administratives, de tâches annexes qui grèvent beaucoup l'action. Et on se dit que si on pouvait utiliser le numérique, l'intelligence artificielle ou autre pour faciliter cette partie du travail des intervenants, on pourrait concentrer beaucoup plus de force justement sur ce qui est important, c'est-à-dire la relation humaine. Donc, en ce sens, ça peut être utile. Après, toutes les nouvelles technologies ont prouvé, on l'a vu pendant le confinement, ça a l'air stupide, mais ça a bien fonctionné. Ouais. Je dois faire mon mea culpa, j'étais le premier à dire,
Ah, franchement, c'est parce que c'était souvent dans des jurys, des prix ou autres. On voyait des solutions de tablettes, de visio pour les mamies qui allaient voir leurs petits-enfants. Moi, perso, j'y croyais pas, hein. Je disais: Ça n'a aucune utilité», et en fait, on s'est aperçu pendant le confinement que la plupart des personnes âgées s'y étaient mis, avec même des cas de CCAS qui nous disaient, bah, les mamies, elles sont abonnées directement à Skype ou d'autres solutions. Et C'est en vrai. fait, c'était bien aussi ce côté visuel. C'est-à-dire que la personne âgée, bah, un coup de téléphone, c'est bien, mais le fait de voir, de pouvoir montrer le petit-fils, la petite-fille, de montrer différentes choses, ça faisait beaucoup de bien. On l'a vu Mmh. dans les EHPAD ou les résidences autonomie. Le coup de la tablette, ça a très bien fonctionné. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des tas de petites nouvelles technologies. Ça ne répond pas à des questions très complexes, hein. C'est Mmh. pas, je veux dire, une visioconférence, c'est pas, enfin, une visio conversation, Ouais. c'est pas complexe, ça ne monte pas très haut, on ne va pas aller sur Mars avec ça. Pour autant, ça a été essentiel. Ça a évité certains problèmes de phénomènes de glissement, comme on l'a pu le rencontrer chez Mmh. certaines personnes âgées qui étaient totalement fermées de tout contact. Sur la première partie de votre question, euh, je dirais ma croyance sur va-t-on y arriver, est-ce possible. Alors, ça va être possible d'une part. Je sais que sur le salon, il y a beaucoup d'entreprises du privé qui nous regardent. Et puis des gens qui ne sont pas encore en entreprise, mais qui Mmh. ont peut-être des idées de concept, de start-up. Moi, si je peux lancer un appel, c'est on a besoin de vous. Bien C'est vous sûr. qui allez développer les solutions, hein. C'est pas nous, c'est pas notre métier, c'est pas notre spécialité, et on n'y connaît rien. Donc on va avoir ce côté utilisateur d'être capable de vous dire voilà ce qu'on a besoin, voilà ça fonctionne pas. Mais on a besoin que le monde de l'entreprise s'intéresse à ça. Je pense que le monde de l'entreprise ne s'intéresse pas assez justement à l'utilisation de nouvelles technologies ou de l'intelligence artificielle à destination du social et entre autres en ce qui nous concerne sur la question du grand âge ou des personnes en perte d'autonomie. Il y a des gens, il y a la silver economy, il y a la filière silver economy, mais je dirais c'est un regroupement de gens qui sont déjà convaincus. On va avoir besoin, parce qu'il y a une révolution de l'âge de toute façon qui nous arrive, et j'en Ouais. profite, révolution de l'âge, attention, on va avoir de plus en plus de personnes âgées, mais on va avoir de plus en plus de personnes âgées en bonne santé. Euh, on connaît des gens, moi j'avais donné l'exemple lors de la conférence qu'on a tenue, j'ai un voisin de 101 ans, tous les matins, il monte sur son escabeau pour faire ses carreaux. Il n'a pas D'accord. besoin d'aide, il n'a pas d'aide à Mmh. domicile, il n'a pas une personne qui nous quittera un matin, il ne se réveillera pas et ça sera fini. Et c'est très Mmh. bien. Et on va avoir de plus en plus de gens comme ça. Donc il ne faut pas non plus se leurrer en se disant, voilà, on va avoir une masse de gens impotents Bien à sûr. servir. Pour Et c'est autant, on va avoir une augmentation de cette question-là et on va avoir besoin de réponses. Après, j'émets pas un doute, un regard d'observateur qui est celui d'une casse, mais celui de l'observateur du citoyen citoyen, ouais. lambda. Mmh. Je me dis, dans le cadre des nouvelles technologies, prenons sur les conversations ou autres, euh, on a des pays qui lancent déjà des satellites pour la 6G, on a des pays qui sont déjà complètement équipés en 5G, et nous, on dit, oui, oui, on va monter vers la 5G, vous allez voir, ça va être magnifique, ça va être génial, mais enfin, on va déjà commencer à couvrir toutes les zones en 4G. Je dirais, on a déjà un petit temps de retard. Et souvent, en France, on est un petit peu en retrait. Je pense qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on se glorifie d'être les meilleurs qu'on est forcément efficace. Et on l'a vu sur des petits points de détail. Je disais, en préparant cet entretien, je disais un peu, ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies, mais quand on est dans un pays que vous dites que vous allez rouvrir les écoles, que toutes les écoles fonctionnent bien, et qu'on vous dit mais qu'on n'a qu'un problème qui risque d'arriver, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de savon pour toutes les écoles. Moi, je veux bien Ouais. qu'on mette de la nouvelle technologie partout, mais il va falloir quand même qu'on adapte également et le réseau et les moyens pour permettre de développer ça. Et peut-être qu'une des solutions, parce que l'UNCAS ne pourra pas agir sur le fait qu'on couvre la France en 4G, en 5G ou en Mmh. 6G plus tard. Par contre, je pense que l'État, et c'est peut-être à intégrer dans la loi grand âge, il est important qu'on puisse aider les entreprises à développer des solutions. Et puis des fois, quand c'est trop coûteux pour les entreprises, bah, c'est peut-être à l'État de donner le coup de pouce qui va permettre d'avoir des investissements un peu plus forts sur des solutions techniques.
pour que les entreprises puissent derrière développer. Et en plus, c'est gagnant-gagnant parce que ça permettra d'apporter des réponses aux usagers, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, mais également aux professionnels qui interviennent. Mais quelque part, ça sera bon aussi pour l'économie. Et je pense que c'est quelque chose dont, au vu de ce qui s'est passé avec le confinement et des problématiques qu'on rencontre, entre autres sur le domaine économique et qui vont aller en s'aggravant, nous on le voit en tant que spécialiste du social, ça peut être aussi un moyen d'aider les entreprises en tant que telles que de les aider à développer des nouvelles solutions. Benoît Calmel, vous êtes formidable. On sent votre passion. Merci beaucoup. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.